Et on va poursuivre maintenant avec deux présentations de deux conférenciers, évidemment, que vous connaissez. On va reprendre avec le professeur Marc Couriacombe, qui est professeur de psychiatrie et addictologie à Bordeaux. Évidemment, je ne le présente pas, mais on ne sait jamais. Mieux vaut le faire que de l'oublier. Marc qui va nous parler du craving, qu'en faire et pourquoi le craving est si important. Il va ensuite passer la parole au professeur Ikro Maremani, que vous connaissez également, que évidemment Jean-Pierre hier a présenté avec ses multiples casquettes, qui est un ami de la France, un ami du colloque, et qui a également le plaisir de nous accueillir très souvent en Italie. Mille merci Ikro d'être fidèle à la France et à nous, qui lui va nous parler du spectre de stress post-traumatique à l'usage d'héroïne. Donc Marc, je te donne la parole. Vous gérez avec Ikro et comme on l'a fait tout à l'heure, c'est quand même plus facile, les questions viendront. Merci Marc. Merci Amine, merci à ATHS de cette opportunité et puis merci à tous d'être là. Donc dans cette session, je vais échanger avec vous sur la question du craving. Finalement, pourquoi est-ce si important et est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà de ce que l'on fait actuellement? Donc, je travaille à l'Université de Bordeaux, où je dirige un laboratoire de recherche dont le craving est un des thèmes principaux, et également dans le cadre du pôle interétablissement d'addictologie qui regroupe l'ensemble des services d'addictologie des différents établissements de la métropole bordelaise et à terme d'ailleurs du groupe hospitalier du département de la Gironde. Pour avancer. Oui, voilà. Alors, dans une démarche de recherche, la base, c'est écouter, c'est observer, collecter de l'information, entendre au sens de comprendre, interpréter, et puis finalement proposer des nouvelles théories, des nouvelles explications pour comprendre le monde autour de nous et l'addiction pour ce qui nous concerne. Traditionnellement, cette démarche, elle se fait avec un crayon, on prend des notes. Et puis, à partir des notes, on les interprète, on les traite, on traite les données. Il y a une révolution qui est en cours, qu'on a sous nos yeux, qui est la révolution, la digitalisation, et la e-santé, où on a la possibilité d'écouter, d'entendre et de proposer avec des outils numériques qui nous permettent d'accéder à des informations de la vie quotidienne en situation naturelle. Et donc ça permet d'avancer de façon très importante, notamment pour les phénomènes expérientiels. Et on va le voir que pour l'addictologie, c'est un enjeu important. Mais ces outils numériques, ils ont aussi un autre aspect qui est déjà là, c'est d'augmenter l'autonomie des personnes concernées elles-mêmes. Et à terme, on peut imaginer que la personne, grâce à ces éléments, puisse s'écouter, mieux s'entendre et du coup, mieux se proposer elle-même des interventions adaptées. En effet, dans les maladies chroniques en général, l'enjeu pour la personne, expérientiellement, c'est de passer d'une maladie envahissante à une prise en charge efficace, mais envahissante dans la quotidienneté. Alors, pour clarifier, l'objectif, c'est de distinguer, préciser et personnaliser, distinguer l'addiction des autres comportements d'usage, préciser dans l'addiction le moteur du comportement, et donc, si possible, pouvoir personnaliser pour agir directement sur le moteur. Alors, distinguer dans notre champ, donc je rappelle, on l'a tous, mais parfois on oublie de bien faire cette distinction, et c'était en filigrane d'ailleurs dans le débat hier sur la e-cigarette. Il y a la perspective toxicologique. Il s'avère qu'effectivement, tous les objets d'addiction sont aussi des objets toxiques. Et ça a des conséquences, et ça nécessite un management particulier. Il y a l'aspect autothérapeutique, gestion des émotions et des troubles psychiatriques éventuels. Et il s'avère que l'ensemble des objets d'addiction ont
cette capacité, dans certaines situations, d'apporter du soulagement, ce qu'on appelle le renforcement négatif. Et puis, la troisième perspective, plus récente, qui date d'une quinzaine, vingtaine d'années, qui, même si elle était déjà évoquée il y a très longtemps, c'est l'aspect addictologique au sens réduit, qui est la dérégulation d'un système de gratification, d'un système de plaisir. Et donc, c'est la gestion du renforcement positif. Classiquement, on a eu tendance à mélanger plaisir et soulagement, et pourtant, dans la vie quotidienne, chacun perçoit bien qu'avoir du plaisir n'est pas juste se soulager, et que si on a un conjoint qui propose de vous taper dessus pour mieux jouir, il y a des alternatives. Alors, préciser dans l'addiction le moteur. On a, si on regarde les critères diagnostiques du DSM-5, on a deux limites. C'est qu'actuellement, pour s'assurer de la chronicité, en fait, c'est une constatation a posteriori. Parce qu'on constate un certain nombre de critères sur une période de 12 mois, alors généralement rétrospectivement, mais quand même, on a besoin de ce recul, on peut dire que le trouble est là d'une façon stable. Ce qui fait qu'on est toujours en retard du diagnostic. Parce que j'ai pu documenter que vous avez ces problèmes depuis 12 mois, je peux vous dire que depuis 12 mois, vous êtes malade et du coup, on va vous traiter maintenant, mais finalement, c'est con, parce que si on avait su plus tôt, on aurait pu vous traiter plus tôt. Donc là, il y a une part d'amélioration possible. Et puis, il y a la question de ce critère diagnostique introduit dans la révision du DSM-5, du craving. Voilà. Est-ce que ce critère est un critère parmi d'autres? Dans la catégorisation actuellement, il suffit d'avoir n'importe quel 2 critères parmi l'ensemble des 11 critères sur 12 mois pour avoir l'addiction, pour avoir le trouble de l'usage. Mais est-ce que ce critère n'a pas une situation particulière? Est-ce qu'il est vraiment un critère comme les autres? Alors, il y a eu un certain nombre d'études avant la révision et depuis la révision qui ont examiné la validité, la valeur des différents critères diagnostiques, dont le craving, pour le diagnostic, dans la perspective du diagnostic. Et quand on fait ça, la méthode classique, c'est la méthode de l'IRT, Item Response Theory, la méthode sur les items de réponse, d'analyse en items de réponse, qui est une méthode mathématique relativement complexe, dont je vous passe les détails parce que je ne pourrais pas vous les donner précisément, mais dans le cadre d'une collaboration entre mon laboratoire au travers de Charlotte Kervran et puis l'équipe de Columbia qui est expert dans ce domaine à New York, on a pu réexaminer les critères diagnostiques et mettre en évidence, quand on compare les différents critères entre eux et de façon transversale entre les différentes addictions, que le craving est systématiquement le plus spécifique et le plus discriminant par rapport aux autres critères. Ça, c'est vrai pour les addictions aux substances, mais aussi, et ça c'est une publication de cette année, grâce à un travail de Sophie Athéna-Chaperon avec Charlotte Kervran, qui a pu mettre en évidence que ça s'appliquait à un potentiel trouble de l'usage de l'alimentation, la food addiction. À côté de ces éléments, donc, qui mettent en évidence que le craving a une place particulière dans les critères diagnostiques, il y a une autre approche qui sont les analyses en réseau, et ça c'est un travail d'Emmanuel Bayet, qui a été fait il y a un an, et qui, avec Christophe Gold à Lyon, a pu appliquer la théorie des réseaux, c'est-à-dire en considérant chaque critère diagnostique comme une entité indépendante, et en regardant comment elle interagit avec les autres critères, et en distinguant les critères qui sont isolés versus les critères qui sont plus centraux, c'est-à-dire au travers duquel les autres critères interviennent dans le trouble. Et là aussi, en comparant à travers différentes addictions aux substances, ils ont pu mettre en évidence que le craving est l'élément le plus central, le hub par lequel les autres critères semblent passer. Du coup, ça permet de valider ce qui était proposé dans le DSM-5, mais qui maintenant est incontestablement validé, qu'on a des critères plus centraux, qui sont le moteur de la perte de contrôle, et dont le craving est peut-être central ou central, et puis des critères qui, au contraire, sont des conséquences de la perte de contrôle. Alors, à côté de cette valorisation du craving comme outil qui aide au diagnostic, donc qui aide à catégoriser si quelqu'un a ou pas la maladie, la question se pose depuis longtemps, et beaucoup de thérapeutes le rapportent même, de savoir si le craving, c'est juste
une catégorie, un trait, une caractéristique qu'on a ou qu'on n'a pas, ou est-ce que c'est un état variable? Est-ce que c'est quelque chose qui varie en intensité et en fréquence? Alors pendant longtemps, il y a eu un débat de savoir si, à la fois parmi les cliniciens, les chercheurs, les patients, leurs familles, leur entourage, si le craving est moteur de la rechute ou au contraire si c'est le fait de consommer qui induit du craving. Et pendant longtemps, on a eu du mal à étudier la dynamique du craving parce que c'est essentiellement, c'est fondamentalement un phénomène expérientiel, quelque chose de subjectif. Et une limite, un problème pour l'étude scientifique des phénomènes subjectifs, c'est comment capter le phénomène. Dans l'approche traditionnelle, on va interroger les gens. Voilà, tiens, hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, avez-vous expérimenté du craving? Avez-vous expérimenté de la douleur? Avez-vous expérimenté de l'anxiété? Et du coup, ça nécessite, enfin, ça introduit le biais du phénomène qu'on veut étudier, l'expérience que fait l'individu, mais aussi de sa mécanique de pouvoir se rappeler, ce qui est une autre qualité, et s'il se rappelle, de pouvoir rapporter, avoir les mots pour dire ce que l'on a ressenti, ce qui n'est pas non plus évident. L'autre élément qui est une limitation par rapport à la recherche, c'est que le craving est un phénomène fluctuant, effectivement, et donc c'est très difficile de repérer un phénomène fluctuant, puisqu'il est là, puis on se retourne, il n'est plus là. Et on parle d'un phénomène désagréable, une expérience qui n'est pas agréable, et donc de façon naturelle, quand on fait une expérience qui n'est pas agréable, qui est aversive, eh bien, quand le phénomène n'est plus là, on est content, et de façon protecteur, on n'y pense plus, ce qui retarde la capacité d'apprendre de ces expériences que l'on fait. Alors, il y a eu, comme parfois, un progrès dans la recherche avec un progrès technologique. Et là, je veux mentionner la contribution de Joel Swensen, qui est un psychologue californien, qui, pour des raisons diverses, est venu en France, d'abord a travaillé à Grenoble, si je ne me trompe pas, puis a été recruté à Bordeaux comme professeur, et qui a apporté une méthode qui permet d'étudier dans la vie quotidienne les expériences subjectives, tout simplement en utilisant, donc ce n'est pas lui qui a inventé la méthode, mais c'est lui qui l'a importée en France, et donc en utilisant un smartphone, l'équivalent d'un smartphone, et de pouvoir interroger dans la quotidienneté les gens sur ce qu'ils expérimentent maintenant. Plutôt que de dire, voilà, est-ce que hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, vous avez eu de la douleur, vous avez eu de l'anxiété, vous avez eu de la dépression? Non, c'est là, actuellement, vous vous sentez comment? Est-ce que vous êtes anxieux, déprimé ou relax? Et autant ça peut être difficile de se souvenir comment précisément j'étais hier et qu'est-ce que j'en ai fait, autant par contre, si on me demande là, maintenant, comment je me sens, ben, c'est facile de le rapporter. Fuchasser, qui a fait sa thèse donc, à l'Université de Bordeaux dans mon laboratoire, elle a adapté, dans une collaboration avec Joel Swensen, elle a adapté cette méthode à l'étude du phénomène du craving. Et avec Milena Fatsias, elles ont pu mettre en place une étude, parmi les premières, qui a montré qu'il y avait une association entre le craving et l'usage, dans le sens du craving qui détermine l'usage. Et ça a été vraiment très important. Elles ont pu le montrer pour différentes substances. Depuis, ça a été reproduit par de nombreuses équipes en Europe et en Amérique du Nord pour toutes les substances et puis pour un certain nombre d'addictions sans substance. L'élément important à retenir, c'est que c'est un phénomène dynamique. C'est la cinétique du craving. Donc, par exemple, actuellement, si j'ai 5 sur 10, ça n'a pas la même valeur prédictive si j'ai 5 sur 10 alors que ce matin, j'avais 3 sur 10. Donc, en fait, mon craving est montant et ça augmente la probabilité que je fasse usage cet après-midi. Ou si j'ai 5 sur 10 maintenant, mais que ce matin, mon craving était à 8, donc il est descendant. Et au contraire, pour cet après-midi, je suis protégé de l'usage. Et donc, vous voyez comment on va pouvoir anticiper des systèmes thérapeutiques qui vont permettre à l'individu, s'il accède directement à l'information, de pouvoir ajuster sa prise en charge à son besoin du moment et non pas d'avoir une sorte de prise en charge standard, de précaution, un peu comme on faisait autrefois en chirurgie cancérologique, où par précaution, on coupe tout ce qu'on peut couper
et puis on reste un minimum en disant, dans l'ensemble, si j'ai tout coupé, peut-être j'aurais coupé la cellule, les cellules cancéreuses versus de l'immunohistochimie personnalisée, où on peut cibler directement les tumeurs. L'autre élément qu'ils ont mis en évidence, c'est, tout le monde sait le phénomène des cues, hein, c'est rapporté classiquement, l'environnement, le fait de croiser des personnes qui consomment la substance qu'on cherche à contrôler, l'odeur du tabac pour la personne qui a l'addiction au tabac, la vue de l'alcool, de simple publicité pour l'alcool, pour quelqu'un qui cherche à modifier sa consommation de boire, donc provoque du craving et la rechute. Et elles ont pu mettre en évidence avec d'autres auteurs qu'il existait des cues individuelles, donc qui sont propres à l'histoire des individus, qui sont des émotions, qui peuvent être des lieux, qui peuvent être très variés, liés à l'histoire développementale de la personne et de ses usages, et qui, eux, ont une valeur de provocation du craving beaucoup plus puissant que les cues habituelles, qu'on a l'habitude de gérer d'ailleurs en cure, post-cure, en se mettant à distance pour éviter ces cues, mais on a oublié ces cues individuelles que la personne porte avec elle et dont elle n'a pas toujours conscience. Un autre élément qui a été mis en évidence et qui montre l'importance du craving, c'est que le craving, c'est une expérience désagréable, et donc en tant que tel, il génère une réponse avec des manifestations anxieuses et dépressives. Et aujourd'hui, on est dans une société où la notion d'expérience anxieuse et dépressive est partagée par tout le monde. Si dans le bus, quelqu'un me dit qu'il est anxieux, je comprends ce qu'il me dit. S'il me dit qu'il est déprimé, je comprends ce qu'il me dit. S'il me dit qu'il a du craving, je me dis de quoi il me parle. Hein, donc c'est moins évident. Et donc ça aussi, c'est un challenge pour les pathologies duelles, pour faire la part entre les manifestations induites par un trouble comorbide et qu'il faut prendre en charge, des manifestations en fait conséquentielles d'un craving mal repéré et non pris en charge. Et ça a permis à Fuchsasser et d'autres de développer, de proposer un modèle dit cues craving rechute, usage. Dans le cadre de l'addiction, ce qui est mis en évidence, si on regarde l'ensemble des données, qui a été très bien documenté dans la revue de la littérature de Vaffé et Cobert, qui montre que toutes les explications qu'on a données pour expliquer la rechute, en fait, elles semblent être médiées par le phénomène du craving. Alors du coup, ça ouvre une perspective de personnalisation et de modification de la prise en charge thérapeutique. Finalement, plus d'autres préalables que lever le doute diagnostique. Comme on est dans un modèle de quelque chose de durable, il faut être sûr qu'il y ait la durabilité, mais à partir du moment où on sait qu'il y a la durabilité, c'est l'accès aux soins avec le moins de délai possible. Ce n'est pas la peine de discuter des objectifs, abstinence, réduction de l'usage ou évaluer la motivation. C'est de convenir avec la personne qu'elle ne fait pas comme elle veut, avoir le consensus là-dessus. Du coup, un objectif clarifié, c'est agir sur le phénomène de la rechute, non pas naïvement en se disant plus de rechute, mais en fait en baissant la fréquence. Et avec un moyen opérationnel qui est d'agir sur une cible explicite, qui est le phénomène du craving. Repérer et gérer le craving. Et du coup, dans cette perspective, l'abstinence n'est plus ni nécessaire, ni suffisante pour déterminer qu'on a un bon résultat. Puisque si quelqu'un est abstinent mais qu'il a toujours du craving, ça veut dire qu'il va refaire usage, soit de la substance d'origine, soit d'une autre. Et tous les cliniciens savent que de passer de l'addiction à l'héroïne à l'addiction à l'alcool, c'est bien vis-à-vis de la légalité et des relations sociales, mais pour ce qui est de la santé à la fois physique et mentale, ce n'est pas un gain. Pareil, passer de l'usage addictif du tabac à un usage addictif de l'alimentation, c'est bien pour le poumon, mais pour la santé en général, y compris la santé mentale, ou la longévité, ce n'est pas une bonne chose. Donc, abstinence et réduction d'usage deviennent des conséquences de la prise en charge. Alors, tout ça a l'air très bien et enthousiasmant, mais il existe des limites importantes et des choses qu'on ne sait pas et peut-être contribuent au fait qu'on ne se focalise pas assez sur le craving, on ne prend pas assez en compte son aspect étiologique, hein, puisque quelque chose qui a une valeur prédictive, ça veut dire que c'est quelque chose qui est étiologique par rapport à la prédiction qui est faite. Alors, il y a deux choses qui sont une limite importante, c'est
toutes les études qui mettent en évidence l'intérêt du craving, elles ont été mises en évidence chez des personnes qui ont beaucoup de critères, voilà, qui ont une addiction qui évolue depuis longtemps. Dans ce contexte, le craving a un rôle majeur. Mais la question reste ouverte de savoir, est-ce que le craving, c'est la première manifestation de l'addiction? Et corollaire de cette question, c'est quelle est la valeur du craving quand elle est isolée? Voilà, si c'est la première manifestation, est-ce que quand quelqu'un expérimente du craving pour la première fois, est-ce que c'est le début de la fin ou est-ce que c'est juste un phénomène indépendant? Et puis il y a une autre question, une des limites du repérage du craving actuellement, puisque c'est quelque chose d'expérientiel, ça nécessite une attention explicite de la personne. Il faut que la personne, elle se concentre à monitorer, à penser à son craving. Et ça la met dans une sorte d'inconfort parce qu'en même temps, l'expérience du craving est désagréable. Donc les gens sont... en pratique, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir soutenir au long cours. Donc c'est la question, est-ce que ça ne pourrait pas se repérer? Est-ce qu'on pourrait automatiser le repérage? Alors ça, c'est très intéressant. Et je vais accélérer, mais je vous invite à profiter. Il y a un atelier jeudi qui reprend ces éléments en détail avec les chercheurs qui ont produit ces recherches, notamment le travail d'Emmanuel Baillet, qui a fait une étude dont les premiers résultats viennent de sortir, en suivant des personnes consommateurs, mais qui n'étaient pas en traitement pour une addiction et qui ne considéraient pas, sur des outils de screening, avoir d'addiction. Et elle les a évalués tous les 3 mois pendant 12 mois pour documenter l'émergence du craving et comment d'autres critères s'associent. Et ce qu'elle a mis en évidence, c'est que sur cette période de 12 mois, les individus qui ne rapportent jamais de craving, en fait, ont très peu d'autres critères et très peu de consommation. Et les individus qui rapportent du craving, au contraire, à l'inverse, ont plus d'autres critères et plus de consommation. Et ça pour l'alcool et le tabac, et les études en cours sont pour les autres addictions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on trouve, c'est soit les gens n'ont pas de craving, soit s'ils ont du craving, le craving isolé semble relativement éphémère. Très vite, il s'associe à d'autres manifestations. Donc, c'est un argument pour penser que c'est un phénomène premier. Ça serait un phénomène premier. Et puis l'autre élément, c'est la question de pouvoir soulager l'usager de l'effort permanent à faire pour monitorer son craving avec un système automatisé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est recherché par beaucoup d'équipes, mais avec difficulté, parce que ça pose tout un tas de questions opérationnelles qui seront détaillées dans l'atelier de jeudi. Mais ce que je peux vous dire, en combinant une méthode de recueil expérientiel et de monitoring avec des objets connectés qui font des mesures physiologiques, Emmanuel Baillet et ses collaborateurs a pu mettre en évidence un système qui permet de déterminer qu'un individu expérimente effectivement du craving et du coup, alors on peut intuitivement se dire du coup alerter son thérapeute, mais beaucoup mieux, dans une perspective d'empowerment et d'autonomie des personnes, alerter la personne elle-même pour lui permettre, elle, de prendre des actions sans délai. Du coup, en conclusion, la médecine personnalisée et l'addictologie 2030 ou 2035 ou 2040, c'est toujours difficile de faire des perspectives. Donc, vous savez, dans les critères diagnostiques, on a un certain nombre de critères qui mélangent la perte de contrôle elle-même et ses conséquences. Et peut-être qu'il faut qu'on fasse ce dernier pas, et même si nous sommes tous, par l'approche toxicologique, préoccupés des consommations et de leurs conséquences, peut-être faudrait-il laisser tomber l'usage, qui n'est qu'une conséquence de l'addiction, en s'assurant bien entendu que la personne a une connaissance opérationnelle de l'usage. Et donc effectivement, si quelqu'un doit consommer par voie fumée, c'est évident qu'il faut mieux vapoter que consommer des combustibles. Si la personne doit consommer par voie intraveineuse, il faut le faire suivant les règles de l'art, etc. Si on doit consommer de l'alcool et conduire, il faut juste savoir qu'il faut boire après avoir conduit et pas l'inverse. Donc, une fois qu'on s'assure que la personne a ses règles, se concentrer, au contraire, se décentrer des usages pour se centrer sur le phénomène du craving. Et ce qui
implique d'un travail avec la personne pour qu'elle puisse être en capacité de repérer et de transmettre cette information. Et c'est là où les outils numériques peuvent être aidants. Et du coup, anticiper des interventions thérapeutiques qui vont pouvoir se faire exactement au moment où c'est adéquat et utile pour la personne elle-même. Je vous remercie. Avant de passer la parole juste à Ikro Marimani, juste pour citer l'équipe qui travaille avec moi, qui a produit ces résultats, et juste un coup de pub, au passage. Les ateliers, n'oubliez pas les ateliers de la THS, c'est vraiment, il y a les plénières, c'est génial, et puis les ateliers, c'est l'avenir, c'est là où on échange, donc l'atelier de jeudi, et puis un atelier, je dirais, route des crêtes, cet après-midi, où on va combiner la perspective médicale et puis la perspective administrative et réglementaire pour comment gérer mieux les dispositifs qui accueillent des personnes avec addiction. Merci Marc. Merci Marc. Sans transition, Ikro Marimani sur la partie PTSD. Hello, thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. Thanks for coming to this symposium that is dedicated to a new point of view of post-traumatic stress disorder. Today, I want to talk to you about a particular type of PTSD, an invention of my research group, useful in monitoring patients during an opioid agonist treatment. This is my conflict of interest statement. Why a post-traumatic spectrum in heroin addicts? Because it's our dominant idea that we must move towards a patient's tailored therapy, even in drug addiction. We no longer must base our clinical judgment on whether the patient uses the substance or not. We must also evaluate other aspects of which the post-traumatic spectrum is, in my opinion, important. So I will start with the essential features of clinical experience, namely vulnerability factors and stress sensitivity, and then I will mention the relationship between PTSD and addiction. Next, I will discuss how to assess the post-traumatic spectrum in heroin addicts. Finally, in the last part of my presentation, I will show you the impact of stress sensitivity during treatment. So, turning to the vulnerability factor in addiction. Here is a brief overview of the recent literature. Repeated exposure to a rewarding substance is an essential element for the development of addiction. Still, its overt clinical manifestations are highly dependent on interacting with biological, environmental, and psychosocial factors. In particular, what we want to address in this presentation is the role of stress response regulation. The role of stress in addiction has been studied for decades. Many leading addiction theories converge in recognizing stress as a key factor in increasing vulnerability to addiction. This is a schematic model of the perpetuation of such process. On the one hand, there is a reverberant circuit that involves
genetic and environmental vulnerability factors. This leads to chronic distress and to a maladaptive response selection with neuroadaptations in stress and reward circuits in the brain. On the other hand, this circuit intervenes in the experimental drug use, in the frequency of drug use, and in the regulation in the regular and chronic drug use pattern. Stress is therefore a key factor in the development and the impairment of drug addiction. But how do we clinically recognize stress in substance use disorder patients? We want to focus on stress sensitivity, namely the ability to process life events and manage emotional reactions. First, several studies have shown the impact of repeated stressful or traumatic events at an early age in developing substance use behavior. The biological correlates of the stress response have been explored. In particular, the dysregulation of the hypothalamic pituitary adrenal axis has shown a closer association with addiction and many other stress-related psychiatric disorders, such as post-traumatic stress disorder. In particular, our research group, in collaboration with the Holland research group, suggested using the air cortisol level to assess long-term HPA axis activity. It has been observed that the activity of the HPA axis is not only more dysregulated in dual disorder patients, but also that it increases in relation to the severity of the addiction itself in dual disorder patients. Among stress-related psychiatric disorder, as mentioned, PTSD plays a central role in relation to substance use disorder, not only because of the high prevalence of PTSD substance use disorder comorbidity, but also because the coexistence of the two disorders displays a more severe clinical pictures which are less responsive to treatment. This motivates the need for a more extensive assessment of stress sensitivity in clinical practice and, in particular, of clinical features suggestive of PTSD. Much research has led to the etiopathogenetic hypothesis trying to explain the close relationship between substance use disorder and PTSD. As already mentioned, much of this work has focused on the influence of chronic stress and trauma exposure in the likelihood of an individual developing a substance use disorder. Specifically, some psychological research consider substance use behavior as a coping strategy for dealing with the stress in order to dampen inner tension and self-medicating and reducing withdrawal-related distress. This is consistent with the Kantian hypothesis, the self-medication hypothesis. On the other hand, stress theories of addiction based on neurobiological models have been proposed in which stressful life events induced brain modification may predispose both to PTSD and substance use disorder. However, a few observations have led to the hypothesis
of a common background involving the opioid system, which could represent a shared community vulnerability condition underlying both post-traumatic stress disorder and substance use disorder. This follows from the observation that opioid agonist medication are able to limit the onset of PTSD after traumatic war events, and the patients suffering from severe pain treated with opioids showed a reduced rate of PTSD symptoms. This leads to the idea that opioid may act as a barrier to the development of PTSD. What if this regulation of the opioid system is involved in stress-related disorders? What are the consequences of an opioid system impairment? May PTSD be a consequence of such unbalanced brain systems? Moreover, we know that a substance-using lifestyle may predispose a substance user to experience stressful or traumatic events. Furthermore, we also know that substance users become more sensitive to stress the longer the history of addiction. Together with the observation that stress sensitivity appears to be a key cross-sectional element in the onset and progression of a substance use disorder, a new hypothesis has been proposed. May substance use disorder be an independent risk factor in increasing individual susceptibility to PTSD? So, if it is true, therefore, that the development of addiction seems to be influenced by life events and traumas, it is also worth speculating that, almost symmetrically, an imbalance in the stress-regulating brain system also seems capable of influencing reactions to life events. What could be the longer-term consequences of an imbalanced opioid brain system? Is it possible that addiction may influence the onset and development of stressful life events? Here, you can see what we use to assess the post-traumatic spectrum in psychiatric patients. We evaluate the emotional reaction of our patient even after events that do not endanger our patient's life. However, we evaluate this emotional response to trauma and loss through the behaviors used to diagnose PTSD. With this concern, over the last decades, the Pisa School of Addiction Medicine has extensively explored the relationship between substance use disorder and PTSD in heroin use disorder patients. Specifically, it was argued that the onset of substance use may be preceded by the development of a stress-related disorder in the clinical history, possibly contributing to increase the individual susceptibility to them. And this is the classical view. The first question is, are there any difference in stress sensitivity before and after the age at onset of dependence, heroin dependence? Namely, considering the age at which substance use disorder patients passed from occasional to continuous use of the rewarding substances. Although
the post-dependence period was shorter than the pre-dependence period, an increase in stressful life events during the post-dependence periods was observed. The second question was, is there a variation in the emotional responses to stressful life events once the continuative use of the substance occurs? Even more interesting is this second finding. The severity of the reaction to life events was higher after the age at onset of dependence. So, an overreaction to life events was found in substance use disorder patients. That is, a reduced ability to manage the emotional response to life events seems to be exhibited during the course of the addiction process. Even more interesting is the observation that this post-traumatic emotional reaction is directly proportional to the severity of heroin addiction, or at least the post-traumatic spectrum is more serious in patients in phase 3, in patients with the previous therapeutic failures, and the polyabuser patients. No difference is observed whether the patient uses heroin daily or not. Another interesting observation is that the subject stabilized at higher doses of methadone show a lower severity of symptoms. Is it possible that PTSD patients also show a post-traumatic spectrum? And what is the cutoff of the spectrum that distinguishes patients who have and do not have PTSD after catastrophic events? Using the archive of the post-traumatic spectrum of young survivors of the 2009 earthquake in L'Aquila, Italy, we highlighted the value of 32. This cutoff, 32 of the spectrum, can differentiate those who have developed the classic PTSD from those who have not developed it. And this allows us to say that heroin addicts for a long time, even if not exposed to a catastrophic events, can develop a post-traumatic spectrum like earthquake survivors who have developed PTSD. Also, the severity of this post-traumatic spectrum in heroin use disorder patients with the survivors with the PTSD is very similar and significantly more severe than that of a survivor who did not develop PTSD. In conclusion, heroin addicts can develop a post-traumatic spectrum in frequency and severity no different from PTSD-affected survivors after a catastrophic event, but without ever being exposed to it. However, we can note that the post-traumatic spectrum of heroin addicts show, at least on discriminant function 2, some difference from survivors who developed PTSD. At this point, I have to introduce the heroin PTSD spectrum inventory. This inventory is a 30-item derived for the trauma and loss spectrum self-report instrument. Such an instrument showed adequate test rate, internal consistency, and a cutoff of 12. Thus, allowing the study of stress sensitivity in heroin use disorder patients through the PTSD spectrum. The Pisa School of Addiction Medicine has already shown that the substance users have their own specificity in terms of psychopathology. That is,
the SEL90 original dimension are not able to specifically represent substance use disorder patients. And a 5-factor psychopathological dimension structure has been found, which is specific for these patients. Similarly, can we say the same for the spectrum, for heroin post-traumatic spectrum? That is, it's true that substance use disorder patients exhibit different ways of reacting to stress than other psychiatric patients. We tried to factorize the reduced scale through a class latent analysis, but there are no latent classes in our card. Or rather, there are two classes, but the first is related to the absence of spectrum behaviors, and the second is related to the presence. These allow us to highlight the specificity of the heroin post-traumatic spectrum characterized by the presence or absence of a certain behavior, specific behavior. These are the symptoms more present in heroin addicts. They belong to maladaptive coping, but are a mixture of the factors highlighted in psychiatric patients. And note that the grief reaction symptoms are less important. There are the rare symptoms in drug addicts. The heroin spectrum chart was recently administered on a sample of heroin use disorder patients undergoing opioid agonist treatment in the attempt to explore the relationship between stress sensitivity and heroin addiction-related clinical features. We specifically checked the correlation between stress sensitivity and the extent of the heroin use disorder clinical features, and then we compared the patients with and without problematic stress sensitivity, that is, with and without heroin post-traumatic spectrum. We use this kind of assessment. Here are the results of the study. First, correlation between the spectrum of post-traumatic stress disorder and characteristic of opioid use disorder. As you can see, a closer relationship was first found between stress sensitivity and economic conditions. What is also interesting in the significant correlation with the domain of altered mental status at treatment entry, concomitant use of other rewarding substances, and the history of a previous repeated treatment. This correlation demonstrates a close relation between the PTSD spectrum and some of the main features of the drug addiction history. Equally interesting is the find of a close association between stress sensitivity and the indices of substance use disorder specific psychopathology, demonstrated by high significant correlations on all of the psychopathological items. Finally, the higher the spectrum, the worse, of course, were the levels of subjective well-being reported by the patients. Turning to comparison, the group of patients with the PTSD spectrum was made up of a higher number of female subjects with lower economic conditions. In addition, the two groups differed in terms of altered mental status at treatment entry, work adjustment, and legal problem, aspects in which heroin PTSD spectrum patients had a significantly higher impairment rates. In addition, in terms of psychopathology, subjective well-being and addictive behavior, patients with heroin post-traumatic spectrum were characterized by a greater severity of psychopathology and a reduced level of subjective well-being.
In conclusion, high level of self-reported stress sensitivity were correlated with the altered mental status at treatment entry, substance polyuse, lifetime different treatments load, severity of psychopathological syndrome, and subjective wellness. Heroin use disorder patients with the heroin post-traumatic spectrum were females with a low income. Their addiction history was characterized by more severe mental status at treatment entry, more impairment in working adaptation, and a higher rate of legal problems during treatment. Also, they showed higher level of psychopathology and less subjective wellness. Are there any clinical implications? We think so. In fact, even though substance use disorder is a chronic disorder, treatment is generally time limited. This is an absurdity. However, in clinical practice, there are no biological or clinical standards for deciding the treatment stop. In this context, the study of a patient's specific psychopathology, addictive behavior, and stress sensitivity seems to be able to provide new clinical information for clinical monitoring for our patients during treatment. It could represent the key to a definitive shift from a treatment merely addressing harm reduction towards the development of personalized treatment strategies tailored to the patients. We recommend that an opioid agonist treatment should not stop it until these craving-related behaviors, psychopathological symptoms, and especially stress sensitivity are extinguished. Otherwise, we would not be treating patients. We would still be doing a harm reduction. Harm reduction is good, but we want to do much more. Thank you very much for your attention. Thank you, Iclo, merci. Nous avons quelques minutes pour répondre aux questions des intervenants. Donc, pour résumer le craving avec Marc, qui a présenté les modèles expérimentaux, et puis la comorbidité, état de stress post-traumatique, héroïne. Évidemment, je ne l'ai pas cité, mais vous savez que Icro Mariamani est patron de la WAD, et donc c'est un sujet qu'il maîtrise particulièrement avec son équipe. Ça fait quelques années qu'ils écrivent là-dessus. Donc, ils sont à vous. Est-ce que vous avez des observations, des questions, des éclaircissements? On a quelques minutes pour ça. Présentez-vous, questions courtes, comme d'habitude. Les réponses le seront autant. Katia Hillel, je suis médecin sur la prison de la santé à Paris. Je voulais vous remercier pour votre intervention sur l'intrication PTSD et addiction. J'avais deux petites questions. La première, j'étais intéressée dans l'atelier précédent du repérage de la myrtazapine qui pourrait être intéressant dans le traitement, enfin dans la gestion du craving. On sait aujourd'hui que la myrtazapine est efficace dans les PTSD. Est-ce que l'efficacité sur le craving pourrait être liée à l'efficacité de la myrtazapine sur le PTSD ou directement sur la question du craving? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est plutôt une remarque. Sachant la vulnérabilité à développer une dépendance aux opiacés des personnes qui ont un PTSD, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de mettre en précaution d'emploi les antalgiques opioïdes chez ces personnes-là avec un repérage préalable des PTSD, sachant que ça peut être effectivement une vulnérabilité particulière? Marc, tu vas répondre. Oh, vas-y. Ouais. Ok, parfait. Okay. Si c'est bon, elle est allée en chercher un.
tu peux peut-être commencer à répondre sur la partie craving, Marc, en attendant que... Mais pour répondre sur la partie craving, il faut d'abord répondre sur la partie PTSD. Ok, bon. Alors, je ne comprends pas le français. Vous parlez très vite pour moi. pour moi. Mirtazapine is an interesting medication because it's an antidepressant, sedative, anti-anxiety, and so it's good, especially when there is an hypophoric form. And the hypophoric form is the part of the outcome of the substance use disorder in general. And in my opinion, an agonist of opioid system, but also an agonist of noradrenergic, dopaminergic, and serotonergic agent can be useful also in post-traumatic, heroin post-traumatic stress disorder, especially mirtazapine at the end of an agonist opioid treatment. Et rapidement sur le lien avec le craving, là en fait c'est un challenge fondamental sur ces liens, c'est-à-dire qui est un challenge phénoménologique et sémiologique, parce que il y a beaucoup de données qui montrent que l'expérience précoce de stress, c'est un facteur de risque, de vulnérabilité pour l'ensemble des troubles mentaux et les addictions. Donc forcément, en cas de PTSD, qui est un trouble en lui-même, il y a par définition un stress. Donc, il y a cette vulnérabilité à développer d'autres addictions, enfin, ou d'autres troubles psychiatriques. Donc, qu'est-ce qui est, quelle est la part des choses, c'est encore à préciser. Et ce challenge en cas de co-consommation, les effets induits de l'intoxication et du sevrage des différentes substances qui peuvent induire des manifestations anxieuses et dépressives, alors du coup on ne sait plus à quoi les rapporter, à de la vulnérabilité liée au stress, à un PTSD contemporain, ou un trouble anxieux, ou de l'humeur contemporain, ou à une addiction. Et en cas de craving non repéré, non verbalisé, la conséquence expérientielle du craving, c'est d'expérimenter de l'anxiété et du désespoir. Donc, on a vite fait, c'est un peu l'enjeu des pathologies duelles, hein, c'est une espèce de magma un peu dégueu, dans lequel on se prend les pieds. En effet, peut-être un mot là-dessus, puisqu'on en parlait juste un peu avant, sur cette notion de comorbidité, de pathologie duelle. Il y a un effet prise en charge lorsqu'on donne n'importe quelle famille. Vous pouvez donner des antidépresseurs, même les nouveaux, des antipsychotiques. Il y aura un effet prise en charge sur le fait de prescrire, puis un effet clairement sur la pathologie, ou bien le symptôme associé au craving, et forcément une amélioration du symptôme associé au craving, associé de fait le craving. Il y a moins de pression sur le craving. Alors, est-ce qu'il est spécifique? Je te laisse répondre, je pense que non. En revanche, avec un arsenal thérapeutique assez rikiki, assez limité, on ne peut que prescrire ou qu'encourager ce type de prescription, évidemment, lorsque le symptôme le demande. Ok. Bonjour, Pierre-Manuel Rosier, CH de Pau. Une affirmation pour remercier la THS pour son travail depuis des années. Le fait que les conférences soient vidéo diffusées, ça permet d'avoir des Covid moins longs et des trajets en train ou des gardes molles plus intéressantes et plus studieuses. Donc encore merci pour la diffusion des connaissances. Moi, c'est une expérience que je suis responsable d'un hôpital de jour d'addicto en T2A qui a ouvert il y a 4 ans avec tout le travail centré sur le craving avec de la thérapie ACT, du mindfulness, du travail de psychoéducation sur l'insight, sur le craving. Et on se retrouve avec une question sémiologique qui apparaît fondamentale. Quelle est la différence entre le craving et la dissociation? Puisque les patients en eux-mêmes, quand ils nous parlent de leur expérience subjective du craving, entre le point A, j'ai envie de consommer, et le point B, j'ai consommé, sur le plan de la thérapie, sur le plan de l'expression même de leur vécu, ils ont vraiment cette expérience du craving comme un épisode dissociatif
on arrive à diminuer avec l'analtrexone pour l'alcool, avec un effet vraiment sur cette puissance, cette intensité. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent l'association entre les adverse child-out events et l'intensité de l'addiction. Donc je ne sais pas, est-ce que vous, la question de dissociation, phénomène dissociatif et craving, c'est quelque chose que vous entendez, qui vous semble cohérent, ou ça apparaît une lubie? Merci pour la question. Alors, c'est une vraie question et je n'ai pas la réponse parce que si on est à un niveau... Ah, il est là. Si on est à un niveau descriptif, oui, il y a une sorte de dissociation entre j'expérimente une envie, mais que je ne perçois pas adéquate à ce moment-là, mais de quelque chose que j'apprécie par ailleurs. Donc je ne peux pas juste me dire je veux m'en débarrasser. Du coup, alors après, on a l'habitude de réserver le mot dissociation aux pathologies psychotiques, oui, à la schizophrénie, donc à une chose très particulière. Et, or, c'est pas ça non plus. Donc, voilà, là, on est pris, là, on se prend les pieds avec les mots, oui, parce qu'on a des mots qui, traditionnellement, sont réservés et, du coup, perdent leur valeur purement descriptive parce qu'ils ont une valeur aussi, par habitude, étiologique. Et ça serait une erreur de dire, comme il a été dit à une époque, hein, les addictions sont des sortes de troubles psychotiques. Oui. Ouais, d'autant que la dissociation, c'est un processus psychopathologique qui renvoie plutôt à la discordance dans le comportement. Donc, cela dit, quand les patients expérimentent, et c'est évidemment le point central de l'addicto, le craving, ils ont des mots, même les mots pour définir, même s'il manque, la manière de présenter le mot qui manque est une forme de définition du craving. J'ai quelque chose que je n'arrive pas à décrire, mais qui me pousse à. Donc c'est souvent comme ça que les patients arrivent à nous faire ressentir. Bon, évidemment, cet état que Marc mesure régulièrement avec ses études. Je sais pas si... Et alors, on pourrait dire, d'un côté opérationnel, si on regarde les neuroleptiques, les antipsychotiques, ils ont, il y a eu plusieurs revues de la littérature là-dessus, ils ont un effet d'aggravation plutôt des addictions, sauf la clozapine. Donc, c'est aussi un élément pour penser qu'il y a vraiment enfin, structurellement, c'est pas la même chose. On va prendre une question pour rester dans les temps, et ensuite, évidemment, tu prends la suite, Marc. S'il y a quelqu'un qui a un micro, yes? Short, please. Yes, thank you. Thank you about talking about the trauma and the PSTD. I have a question. Are you talking about patients who've had trauma and PSTD from childhood issues when they were younger, and also people who are older who recently experienced trauma, like refugees coming from war-torn countries? And are there any cofactors that are very similar that help with your counseling? Because we work with refugees, and we help really teach coping skills. And something simple like this. Yes. The normality. Yes. Okay. The normality is the trauma before addiction. But there is another thing to try to make attention, the post-addiction. Because also in the post-addiction, patients without trauma in the childhood can have the reaction like post-traumatic stress disorder in the post-addiction. If we have pre and post, it's terrible. And is a key to understand why it's difficult to block the treatment, especially in patients who continue to have this kind of post-traumatic symptomatology, also when they stopped to use the substances, because there is something in their own. And it's the trauma that's the trigger. Yes. Why not? Yes. Why not? Treatment, pharmacology, psychotherapy, and so on together. Ikro,
can you put your just a mask? The last question for me. Yes, you can put it. On arrête? Ah, il y a quelqu'un, pardon. Yes. Ivan. Yes. Thank you. If I can make a quick comment about the craving, Mark, I mean, I don't know if you received the email that I sent you. Recently, the FDA published some guidelines for clinical trials to approve medications for stimulant use disorders. They do not accept craving as an outcome. So the possibility of developing an anti-craving medication is even more remote than ever, because if they basically are saying the construct of craving doesn't exist. Imagine. Okay. So we are in a, right now we are very concerned about that guidance. In fact, anyone from any part of the world is welcome to provide comments. So I invite people to, if you Google FDA guidance stimulant, you can look at the publication, and I invite people to submit comments, because this is terrible for the field. Craving is one of our main outcomes, and if they don't accept it, then we will never be able to develop any treatment for craving. OK. Thank you, Ivan. Juste une dernière question, juste un petit avis. Dans les séries qui sont les tiers sur état stress post-traumatique et addiction, est-ce qu'on peut rapprocher aussi les éléments de type maltraitance précoce, notamment les maltraitances sexuelles? Parce qu'évidemment, la clinique rapporte beaucoup de ça. Est-ce que dans tes séries, tu as retrouvé des éléments de cette nature à Pise? When we studied the post-traumatic spectrum, we try to eliminate all people with good stress in the past, in the childhood, especially sexual abuse, all dangerous for life situations. Thank you. And the post-traumatic is in people without this kind of situation in preceding. Thank you very much, Ikro. Merci, Marc. Merci à tous. Je vous invite à rester, puisque Marc va prendre la suite pour le symposium qu'il va chairer là tout de suite. Merci beaucoup.